Dans le module précédent, nous avons exploré le défi que représente le changement de comportement chez les personnes âgées ou fragilisées en mettant l'accent sur la motivation, la communication efficace et les différents outils pour surmonter les obstacles au changement de comportement. Notamment, on a parlé de la notion de plaisir comme source de motivation principale, ainsi que la fixation d'objectifs clairs. Dans ce module-là, nous allons nous focaliser sur l'organisation des séances d'activité physique en elles-mêmes et sur l'évaluation de leur progrès. Il va s'agir de mettre l'accent sur l'importance de maintenir une activité physique sur la santé globale des seniors, notamment en améliorant la mobilité et en prévenant les maladies chroniques ou en évitant qu'elles ne s'installent ou que leurs manifestations ne prennent plus d'ampleur et en évitant également les chutes. Donc les objectifs de ce module, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut évaluer la capacité de l'aider, en tout cas on va l'évoquer, comment est-ce qu'on peut fixer des objectifs de pratique, comment est-ce qu'on peut créer et planifier un programme d'exercice à réaliser et enfin, ou surtout, comment préparer l'environnement propice à la pratique. Alors, tout d'abord, commençons par parler de l'importance de l'activité physique pour les aider. Je vais surtout accentuer sur la valorisation de l'image et de l'estime de soi. Ce sera d'ailleurs le cas aussi bien pour l'aidant que pour l'aider. Les progrès personnels plus la valorisation de l'aidant, tout ça, ça va contribuer à une valorisation globale de l'image et de l'estime de soi-même et de l'autre. Mettre en place une activité physique, c'est nécessairement faire attention à sa gestuelle en tant qu'aidant. Observer aussi les réactions de l'autre. Donc, ça va mettre en avant, encore une fois, toute l'importance de cette communication non verbale et non violente qui va avoir des impacts dans la communication générale et pour le quotidien. Donc, l'importance de l'activité physique, les bénéfices vont se retrouver au niveau de l'estime de soi, au niveau de l'image de soi, mais aussi au niveau du couple aidant-aidé dans la communication. Donc ça, c'est plus pour les aspects psycho-affectifs. Les bénéfices à long terme sur le potentiel physique, ça prendrait trop de temps de tous les évoquer, mais ça va permettre d'optimiser en tout cas les capacités physiques, de l'aider, qui va lui permettre d'optimiser en fait son autonomie en réduisant notamment les problèmes d'équilibre, les problèmes de chute, de prévenir certaines maladies, de préserver son capital santé. Et on reviendra un petit peu plus en détail sur d'autres objectifs physiques qu'on peut se fixer grâce à l'activité physique un peu plus tard. On revient un petit peu sur les bénéfices des activités physiques adaptées, cette fois-ci dans la relation à soi-même et avec l'autre. L'impact va aussi être sur la collaboration aidant-aidé, grâce notamment aux techniques de manutention qui vont être montrées dans le module qui est prévu à cet effet. Notamment comment est-ce qu'on communique pour se synchroniser quand on aide par exemple à un lever de chaise, quand on veut aider à un lever de chaise mais sans donner trop de force pour que la personne puisse continuer à progresser. Il y a aussi une prise de plaisir mutuelle, un objectif commun qui est poursuivi et qui peut créer de la complicité dans le binôme aidant-aidé. Des moments qui changent et qui sortent de la routine, qui tournent parfois autour des rendez-vous chez le médecin, l'orthophoniste, ci ou ça. Là, on vient passer un autre moment de plaisir autour du corps qui n'est pas forcément fait de contraintes puisqu'on va rechercher toujours cette notion de plaisir. Et pourquoi pas incorporer des moments de relaxation, de bien-être, de respiration, pourquoi pas de massage. C'est une communication meilleure qui peut s'instaurer, qui peut aussi passer par le toucher. Parfois, ce sera même une réintroduction au toucher, par exemple avec un matériel qui va servir en fait de liant,
comme une balle à picot ou une balle de tennis. Et voilà, de débloquer peut-être certaines choses dans la relation. Ça va permettre d'améliorer le lien social du coup en général. En changeant le regard qu'on a sur soi, peut-être qu'on se comporte aussi d'une autre manière avec les autres, on est aussi un petit peu moins renfermé, on est peut-être dans une situation qui nous rend plus propice aux échanges avec les autres. Donc tout ça, ça va s'en ressentir dans le bien-être global de la personne. Enfin, les bénéfices pour les aidants et les aidés sont encore plus nombreux. Mais vous allez, on espère, les expérimenter au quotidien surtout. Dans cette partie-là, on va parler de la préparation à la séance d'activité physique. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Dans un premier temps, on va parler de l'évaluation des capacités initiales. C'est important d'avoir une base, en fait, de faire un petit bilan des capacités à un moment donné pour pouvoir ensuite voir les progrès et donc du coup pouvoir jouer sur la progression, l'estime de soi, refixer des objectifs. Donc pour ça, vous aurez des outils d'évaluation qui seront mis à votre disposition. Ensuite, concernant les objectifs, il est important de garder en tête le mot SMART. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, donc chiffrés par exemple, ou atteignables, réalistes et temporellement définis. Ça veut dire qu'il faut se fixer un objectif dans le temps. Dans 2 mois, je réussis à courir un semi-marathon. Voici des exemples, différents types d'exemples pour illustrer ce qu'on peut poursuivre en tant que professeur en activité physique adaptée comme objectif ou en tant qu'aidant. Donc c'est en lien direct avec les bénéfices du coup que j'ai pas pu évoquer de long en large tout à l'heure, mais on en revient ici. Les objectifs, ça peut être de la mobilisation articulaire. Donc le bénéfice, ça va être une amélioration des amplitudes articulaires, que ce soit au niveau du haut du corps, au niveau des épaules, au niveau de la nuque, qu'au niveau des hanches ou du bas du corps. Ça va avoir des répercussions sur la douleur, puisqu'une personne qui arrive mieux à mobiliser ses différentes articulations va ressentir certainement moins de douleur, puisqu'on sait qu'une articulation qui bouge moins ou peu, elle peut provoquer plus de douleur. Ensuite, on va pouvoir avoir comme objectif la sollicitation musculaire en exerçant certaines chaînes musculaires qui vont intervenir notamment dans le lever de chaise, dans le soulevé de charge, dans la posture. Du coup, en travaillant spécifiquement tout ça, on va venir continuer à favoriser l'autonomie en prévenant les chutes, en améliorant le confort au quotidien. Ensuite, on va pouvoir développer ce qu'on appelle le potentiel aérobie, c'est-à-dire ce qu'on appelle repousser le seuil de fatigue. La personne va être capable, au fur et à mesure de ses entraînements, d'aller plus loin dans l'enchaînement des exercices avant de commencer à ressentir la fatigue, où elle va pouvoir peut-être améliorer ce qu'on appelle le périmètre de marche, c'est-à-dire la distance maximale qu'elle est capable, par exemple, de réaliser sans aide ou avant de devoir s'asseoir. Voilà, par exemple. On va pouvoir également jouer sur la qualité de la marche grâce à l'activité physique. Donc, c'est à la fois un objectif qu'on peut se donner et un bénéfice qu'on connaît de l'exercice. On va pouvoir travailler sur la longueur du pas, la hauteur, la fluidité, le déroulement de la foulée, comme vous pouvez le voir dans le module qui est prévu à cet effet. Mais on va aussi pouvoir travailler sur tous les aspects cognitifs, le travail en double tâche, et de conscientiser et prioriser les tâches pour pouvoir mieux à la fois marcher et faire une autre tâche en même temps. L'activité physique adaptée, les exercices spécifiques liés au relevé de chute, à la prévention des chutes en général, ça va permettre à la personne d'apprendre des techniques pour se relever du sol, d'apprendre à mieux se mouvoir également au sol et permettre d'améliorer l'équilibre, la façon d'aborder un parcours
en ayant une autre approche de la lecture du terrain pour repérer les dangers, etc. Maintenant qu'on a parlé des objectifs et des bénéfices qu'on peut tirer d'un programme en activité physique adaptée, parlons maintenant de comment est-ce qu'on planifie et comment est-ce qu'on structure une séance. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la séance se compose de différentes parties. On commence toujours par un échauffement pour mettre le corps en route. C'est un peu comme si on compare à une voiture, il faut faire chauffer un petit peu le moteur pour éviter de l'entraver. Et donc du coup là, ça va permettre de préparer les articulations, mais aussi de préparer son cœur et de préparer ses muscles. Pourquoi pas aussi les aspects neurologiques, donc préparer son attention pour éviter les blessures. Ça va être la première partie, donc l'échauffement. S'en suivra ensuite la partie principale qui va être ce qu'on appelle le corps de séance. Dans ce corps de séance, on pourra avoir différents types d'exercices qui vont répondre à différents objectifs. Ça peut être améliorer les capacités cardiovasculaires, ça peut être améliorer le renforcement musculaire, améliorer l'équilibre ou améliorer encore la flexibilité ou la coordination. Dans le petit schéma sur le côté, on voit différents types d'exercices qui pourraient être dans le corps de séance. Et ensuite, on a le retour au calme avec parfois des étirements, parfois des exercices de respiration ou encore de relaxation. Donc, au sein de cette séance, on a donc le corps de séance. Et dans ce corps de séance, on va pouvoir incorporer différents types d'exercices. Comme je le disais juste avant, l'essentiel, ça va être d'adapter finalement ces exercices aux différents niveaux de mobilité, aux capacités du jour. Mais si vous n'êtes pas un professeur en activité physique adaptée, on peut quand même vous donner quelques outils pour stimuler la personne dans ces différents champs-là. Renforcement musculaire, coordination, flexibilité. Et dites-vous que le plus important, justement, se trouve là. Stimuler la personne, stimuler. Et que vous pouvez le faire à différents niveaux. Choisissez ceux avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise, en fonction de vos propres capacités et des besoins de la personne que vous accompagnez. Vous pouvez alors choisir en fait de faire des séances où vous aurez un focus sur une thématique. Par exemple, vous pouvez imaginer avoir des exercices, une séance, un temps donné, 10, 15, 20 minutes, 1 heure, avec des stimulations qui vont être plutôt d'ordre, par exemple, musculaire ou d'ordre postural. Mais vous pouvez aussi choisir d'avoir une séance qui soit plus polyvalente avec un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu de coordination, un petit peu de mobilité articulaire, un petit peu de travail postural, un petit peu d'exercice de stimulation cognitive. Voilà, c'est à vous de choisir. Soit une séance où on va balayer un petit peu de tout, même si on ne peut pas tout faire, tout traiter en une séance, mais aller en tout cas piocher dans les différentes thématiques, ou avoir une séance qui est dédiée à une de ces thématiques-là. Voilà par exemple une programmation qu'on pourrait faire sur 10 séances d'environ 30 minutes, qui serait adaptée bien sûr en fonction des pathologies spécifiques. Cette programmation propose de commencer par une séance de mobilisation articulaire, musculaire de 30 minutes. Ensuite, on pourrait passer un autre jour sur 30 minutes de travail postural, puis ensuite enchaîner par un travail de 30 minutes de souplesse, puis stimulation cognitive. Ensuite, faire un petit focus sur le renforcement musculaire des membres supérieurs, les bras, les épaules, les abdominaux, le dos. Une autre séance pourrait être consacrée du coup plus au bas du corps. Et puis on pourrait enchaîner avec un petit focus sur le travail respiratoire. Enfin, pour donner un peu de variété, on pourrait avoir une séance ludique autour de la coordination. Et enfin, on peut imaginer consacrer les 2 dernières séances à une séance complète de renforcement
ou de stimulation des membres supérieurs et une autre sur les membres inférieurs. Voilà, c'est vraiment juste un exemple. Ici, on vous montre, on vous partage les différents types de matériel qu'on peut utiliser au niveau de nos séances d'activité physique adaptée. Donc, on a les cerceaux qui peuvent être pratiques pour la préhension notamment, pour les personnes qui auraient du mal à saisir une balle. Du coup, là, ils peuvent saisir la poignée. Les cerceaux peuvent servir pour des manipulations, pour la mobilisation articulaire. Ils peuvent servir aussi pour des exercices d'adresse, parce que je peux jeter un cerceau autour d'un plot, par exemple. On va avoir tout le matériel de balles qui peuvent être en mousse ou à picot. Et donc, en fonction de la matière, on va pouvoir soit faire des massages, soit faire de la stimulation de la main, soit faire des exercices de coordination, des choses comme ça. On peut s'équiper également de plots. On a des petits bâtons de couleur pour travailler sur la motricité fine ou le renforcement musculaire. On a aussi des petites plaques tactiles pour le sol ou d'autres différentes marques pour faire des parcours au sol, par exemple. Mais on a aussi d'autres matériels comme des bandes élastiques, des balles paille. On utilise aussi les chaises. Mais on peut aussi très bien travailler sans matériel. On peut faire beaucoup de choses avec simplement son poids du corps. Et surtout, si vous n'avez pas tout ça à la maison, vous pouvez trouver par exemple ce qui rejoint le plus, ce qui fait le plus penser. Par exemple, pour les bâtons, on pourrait très bien imaginer prendre le rouleau de pâtisserie, balle paille, peut-être que vous pouvez trouver la balle de foot ou le ballon de basket en fonction de ce qui est le plus facilement manipulable du voisin ou de quelqu'un de la famille. Pour les grands bâtons, vous pouvez très bien utiliser par exemple le manche à balai. Voilà, ça c'est des exemples comme ça. À la place des élastiques, vous pouvez prendre les collants de madame qu'on a l'habitude de passer quand il fait froid. Là, du coup, on peut s'en servir comme élastique. Ouais, il y a plein d'idées. Vous pouvez aussi faire preuve de créativité pour faire varier vos séances grâce au matériel. C'est vrai que c'est pas mal d'inclure du matériel au fur et à mesure pour apporter de la variété. Les principes de base, c'est avant de commencer, une fois qu'on a planifié nos objectifs, notre matériel, qu'on sait un peu plus où on va, avant de passer vraiment à l'action au concret, c'est important de prendre certaines précautions avant la séance, notamment de vérifier l'espace de pratique. Donc ça va être de vérifier qu'au sol, il n'y a pas d'objets qui peuvent venir entraver la séance ou provoquer des pertes d'équilibre. Si on est plusieurs à pratiquer, qu'on puisse avoir de l'espace pour faire nos mouvements sans cogner le voisin. Si besoin de chaises avec accoudoir, se munir de chaises avec accoudoir. Si on utilise un bâton, faire attention à ne pas abîmer vos beaux lustres à la maison. Donc avant toute chose, on sécurise son environnement, l'espace dans lequel on va pratiquer, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et on pense aussi à avoir une bonne tenue de pratique, avec une tenue souple dans laquelle on est à l'aise pour faire les mouvements, une bonne paire de chaussures adaptée et bien lacées. Ensuite, il est important de parler du principe de base qui est celui du travail sans douleur. C'est très important que les exercices ne provoquent pas de douleur et d'arrêter en cas d'apparition de la douleur. Et d'apprendre à prendre conscience de son corps parce que il peut y avoir effectivement, on ressent un muscle qui travaille, ça chauffe, ça picote un petit peu. C'est ce qu'on va dire, c'est acceptable, c'est provoqué par l'exercice. Par contre, si c'est une douleur anormale, articulaire, trop importante, là, évidemment, on stoppe tout de suite pour ne pas aller aggraver des choses potentielles. Et surtout, bien évidemment, on ne pratique pas les exercices qui sont contre-indiqués. Donc, c'est important d'avoir peut-être l'aval du médecin pour éventuellement également savoir s'il y a des pratiques, par exemple, si quelqu'un a une hernie discale ou quoi, il y a des mouvements qui vont leur être contre-indiqués. Donc, ne pas hésiter à se renseigner d'abord par rapport à ça, encore une fois, pour travailler en toute sécurité.
Un autre des principes de base, c'est de rendre la personne active. Tout comme dans ses décisions, on l'a vu précédemment, dans ses mouvements, ça va être le même principe. On est là pour accompagner et pas pour faire à la place d'eux en tant que professionnel activité physique adaptée ou en tant qu'aidant. Donc, comme pour les relevés de chaise, on peut accompagner le mouvement, on peut donner une direction, on peut impulser le mouvement ou peut-être même donner le coup de pouce final pour la petite force qui manquerait pour accomplir le mouvement dans sa finalité. Mais on évite de faire à la place de la personne, surtout quand elle est en capacité de le faire. On lui laisse optimiser le mouvement en donnant tout ce qu'elle peut donner. On peut par contre dessiner le mouvement avec la personne en cas de difficulté cognitive ou de dépendance. Ou alors, quand une personne a eu un AVC par exemple, parfois elle ne peut pas mouvoir son bras toute seule, s'il y a une hémiplégie qui s'est installée. Donc peut-être que dans ce type de cas-là, effectivement, on peut être amené à diriger le mouvement avec la personne. Bien sûr, à partir du moment où il y a contact, où on accompagne la personne par le toucher, on va toujours la prévenir et lui demander son accord en amont. On a parlé du principe de non-douleur, on a parlé du fait que la personne, on est son accompagnateur dans le mouvement. Un des autres principes de base, c'est la respiration. On nous demande souvent dans les séances « mais je respire mal, comment je dois respirer ?» L'essentiel, c'est surtout d'avoir en tête de ne pas bloquer la respiration. Les grands principes de base à respecter, c'est qu'on inspire pour préparer le mouvement, pour permettre aux muscles d'avoir un apport en oxygène nécessaire pour exécuter le mouvement, et on va expirer sur l'effort. Donc, je me prépare au mouvement, je prends la posture initiale, j'inspire, et sur la partie je fais l'effort, j'expire. On peut aussi suivre le mouvement de la cage thoracique dans certains exercices, à savoir quand j'ai un mouvement d'ouverture des bras, la cage thoracique s'ouvre. Je peux penser ici à j'inspire pour suivre le mouvement naturel de ma cage thoracique et je vais expirer par exemple sur les mouvements où les membres supérieurs se rapprochent. Dans tous les cas, on évite d'avoir des expirations forcées, genre quelque chose de trop fort, ça risquerait d'exercer une pression au niveau du bassin et ça risquerait de venir mettre en péril le périnée. Et de manière générale, on va rester sur une respiration plutôt naturelle. Pas besoin de forcer l'inspiration et de forcer l'expiration. Dans certains cas, on pourrait même voir des petites sensations un petit peu négatives si on force un petit peu trop la respiration. Donc profondément et naturellement, oui, mais sans forcer et sans vouloir aller au maximum. Un des autres principes de base, c'est de respecter l'ordre des exercices. Lorsque vous avez un programme, si vous en avez un, il s'agit aussi de respecter les consignes en termes de répétition et de durée. À minima, comme je l'ai dit auparavant, respecter les phases de la séance, à savoir l'échauffement, pour préparer le corps de séance en lui-même avec les différents types d'exercices et le retour au calme. Quels conseils est-ce qu'on pourrait donner pour la conduite de la séance en elle-même? Quelles sont les techniques pour maintenir la motivation? Alors on peut utiliser les encouragements positifs, on peut utiliser l'humour, on peut créer un climat de confiance et de soutien. L'accueil, la façon dont on va se montrer à la personne qu'on va accompagner va être très importante. Quand on arrive, si on a le sourire, si on échange un regard bienveillant, c'est toujours pas plus engageant pour l'activité. Et tout au long de la pratique, finalement, la posture qu'on va avoir, elle est aussi importante que le contenu de notre séance en fait. Ensuite, au niveau
de l'environnement, en fonction de la capacité d'attention des personnes. On va pouvoir mettre de la musique ou pas, ça peut être stimulant, ça peut être une source de distraction trop importante, ça peut aussi porter l'effort. Donc, préparer son environnement adapté aux besoins et aux spécificités des personnes qu'on accompagne, avec la musique, l'aménagement de l'espace, pourquoi pas une petite décoration. Ensuite, on va pouvoir agrémenter et s'adapter tout au long de la séance avec des corrections. Donc on va alterner entre des moments où les personnes vont être actrices de leur mouvement et des moments où elles vont être en pause, des temps de repos. D'accord ? Il y a des moments où on va accompagner les mouvements avec eux et des moments où on va se déplacer pour les corriger, par exemple. Des moments également de pause qui vont permettre de questionner sur le bien-être, faire une pause boisson, s'hydrater, faire un petit bilan sur son ressenti. Dans tous les cas, si on est plusieurs dans la séance, s'il y a les voisins, la famille ou dans une structure plusieurs personnes âgées ou en situation de fragilité, on pense bien avoir un petit œil pour tout le monde, un petit geste ou un regard ou un sourire ou un conseil à chacun d'entre eux pour que chacun puisse se sentir pris en compte dans la séance. Maintenant, comment est-ce qu'on dirige efficacement un exercice? Alors c'est important d'avoir plusieurs temps quand on pose un exercice. Le premier temps, c'est de présenter l'exercice. Est-ce qu'il a un nom? On peut donner son nom. Est-ce qu'il va venir travailler une partie du corps en particulier? Donc on peut expliquer, voilà, là on va faire des relevés de chaise parce que ça va permettre de renforcer les membres inférieurs et dans votre quotidien, cet exercice qui ressemble à un squat, ça va vous permettre de faciliter vos relevés de chaise dans le quotidien. Donc présenter l'exercice, dire à quoi il sert, qu'est-ce qu'on vient travailler et peut-être qu'est-ce que ça va vous permettre d'améliorer dans le quotidien. Ensuite, parler du placement. Le placement avant de démarrer l'exercice. Donc là, par exemple, pour un squat ou un relevé de chaise, j'ai les pieds parallèles, largeur des épaules, le dos droit, comment je positionne mes bras, tout ça, je viens préciser. Une fois que la personne, elle sait le nom de l'exercice, comment se placer, là, on va pouvoir passer à l'exécution qui peut comporter plusieurs étapes. Donc, une première phase peut-être où il y a une flexion d'une partie du corps, une deuxième phase où il y a une extension. Voilà, je viens vraiment ici préciser comment j'exécute de manière concrète le mouvement. Et ensuite, la sécurité, toujours et toujours l'avoir en tête, la sécurité. Donc là, on va indiquer des petites précisions. Attention de ne pas relâcher le dos, de maintenir la posture. On va utiliser du positif autant que possible. Et on va venir, une fois qu'on a mis en place la sécurité, apporter les petites corrections individuellement pour que chacun puisse avoir le mouvement le plus juste possible en fonction de ses capacités et de sa morphologie. Concernant les corrections, c'est toujours mieux, oui, voilà, si on arrive à les formuler de manière positive plutôt que de toujours répéter des choses qui commenceraient par « ne fais pas ça comme ça, ne fais pas ça comme ça ». Donc c'est voilà, toujours mieux d'être dans une posture positive. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on peut corriger les gens. Si on est en face d'un groupe, on peut corriger les gens verbalement, voir par exemple si ça réagit quand je donne une petite indication, une petite précision sur une posture. Si la personne elle réagit d'elle-même et elle réajuste, bah, tant mieux, comme ça je ne l'ai pas visée elle-même. Si je vois que la personne qui faisait la petite erreur n'a pas réajusté, peut-être qu'à ce moment-là, je peux me rapprocher d'elle et lui montrer, l'accompagner pour réajuster sa posture, par exemple. Ensuite, on peut aussi imaginer deux choses. On peut avoir, si on s'arrête, par exemple, dans la pratique, on peut imaginer que les personnes, elles vont s'arrêter automatiquement, elles vont nous copier. Donc, deux façons de faire en fait. Soit je commence, j'initie le mouvement et ensuite je continue avec eux tant qu'ils pratiquent bien. Soit si je vois qu'il y a des choses à corriger, que j'ai besoin de me déplacer, peut-être que je peux déléguer quelqu'un qui va compter, peut-être le nombre de répétitions, peut-être quelqu'un qui pratique bien, vous suivez un tel et moi ça me permet de me déplacer et d'aller
et d'aller voir un petit peu ce qui se passe et d'effectuer mes corrections. Donc on peut responsabiliser des personnes et on peut avoir différentes manières en fait finalement de corriger en toute bienveillance. Pour faire un petit focus sur les démonstrations, c'est important d'avoir des démonstrations visuelles pour beaucoup de personnes qui ont du mal à se représenter les choses. Mais comme on l'a dit auparavant, en fonction des personnes, on peut avoir plus de facilité à reproduire quelque chose qu'on voit ou pour lequel on voit une image. Pour certains, ça va être plus facile de le faire face à face. Pour d'autres exercices en déplacement ou qui nécessitent des mouvements qui implique des mouvements plus compliqués, peut-être que être de dos, ça va être plus facile pour qu'ils nous suivent, notamment par exemple pour les chorégraphies. L'idée, c'est de se placer d'une manière où on est vu et entendu de tout le monde. On évite de tourner le dos, bien sûr, quand on parle aux personnes. On peut commencer par leur donner les informations de face et ensuite leur expliquer qu'on va se tourner et là, qu'il n'y aura plus qu'à suivre ces mouvements de jambes, etc. Donc voilà, l'importance du placement dans la salle pour que tout le monde nous voit et tout le monde nous entende. L'importance du volume de sa voix également et de la clarté, adopter un ton enthousiasmant, encourageant et assez fort au niveau du volume. Et comme on l'a dit auparavant, on intègre des démonstrations, on respecte l'ordre dans la mesure du possible, des exercices et à la fois des étapes. On essaye d'avoir des démonstrations qui ne sont pas trop longues si possible, où on va vraiment chercher à aller à l'essentiel, transmettre l'essentiel de l'exécution de l'exercice et d'être toujours clair et précis dans le message qu'on veut envoyer, dans les consignes notamment d'exécution. Après, concernant la musique, on en a parlé un petit peu avant, si on choisit d'en mettre, l'adapter au rythme des exercices, pour pas qu'il y ait un décalage trop important, sinon ça va peut-être venir avoir trop d'influence sur l'exécution de l'exercice. Si vous mettez une musique hyper rapide alors qu'on cherche un mouvement ample, pour donner un exemple vraiment parlant, voilà, ça ne va pas être adapté, donc vraiment essayer de trouver quelque chose qui puisse se caler sur ce que vous attendez en termes de rythme. Au goût des participants, c'est toujours mieux, donc on n'hésite pas à leur demander ou à demander à son binôme voilà, qu'est-ce qu'il apprécie comme musique. Ça peut être très entraînant si on aime et on fait attention dans le cadre d'un cours collectif, si vous êtes en structure, les conditions légales d'utilisation, donc on se rapproche de la SACEM pour ça. Et attention au volume de la musique, que ça ne couvre pas le volume de notre voix. Peut-être qu'on peut alterner d'ailleurs entre je donne des explications, ensuite je mets la musique pour être sûr voilà, qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. Ensuite, tout au long de la séance, il va falloir ajuster, adapter la séance en temps réel. Il va y avoir ce qu'on va avoir prévu et ce que les personnes vont être le jour même en mesure de réaliser ou pas. Donc, on va devoir peut-être réviser les objectifs au fur et à mesure. L'idée, ça va être de toujours être dans l'observation pour pouvoir gérer la fatigue et la douleur chez l'aidé, l'observer, mais aussi le questionner. Et on verra ensuite les techniques pour ajuster l'intensité. Mais globalement, pour ajuster l'intensité d'un exercice, on va pouvoir jouer soit sur le nombre de répétitions. Plus je veux augmenter le nombre de répétitions, plus ça va être difficile. Je peux augmenter l'amplitude, partir d'une petite amplitude pour aller vers une plus grande amplitude. Je vais pouvoir augmenter également le rythme, partir du lent pour aller vers le plus rapide. Je vais pouvoir diminuer le temps de repos entre deux exercices pour augmenter les capacités cardiovasculaires. Voilà différentes variables, il y en a d'autres pour ajuster l'intensité de l'exercice à la forme du jour. Concernant les mesures de progrès et de réévaluation, vous pouvez toujours vous référer aux outils d'évaluation qui seront mis à votre disposition.
Et vous pouvez aussi vous appuyer sur un schéma qui représente une personne qui est plus ou moins fatiguée. Donc on peut demander à la personne si elle est toujours en mesure de parler en même temps qu'elle pratique. Est-ce qu'elle a de l'essoufflement? Est-ce qu'elle commence à transpirer? Tout ça pour pouvoir toujours s'ajuster au fur et à mesure, à la fois au sein d'une séance et à la fois pour réajuster le programme en lui-même. On essaye de proposer un suivi régulier avec des bilans, par exemple tous les 3 mois, pour pouvoir mesurer les progrès, ou s'il y a stagnation et réajuster, et toujours permettre à la personne d'avoir des retours sur ce qu'elle fait, et pourquoi pas tenir un journal de suivi des progrès. Concernant la révision des objectifs, donc j'ai parlé tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut jouer finalement sur l'intensité d'un exercice. Il faut avoir en tête qu'il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Parmi les critères pour faire évoluer un exercice, on peut demander plus de rythme par exemple, mais sans jamais tomber dans la précipitation. Il faut toujours être dans le contrôle et dans le contrôle de ce qu'on fait. Encore une fois, c'est pour des questions de sécurité. Donc on ne perd pas la qualité du mouvement, en tout cas on essaye quand on augmente le rythme. Si on voit que la qualité du mouvement est en train de se perdre quand on augmente le rythme, alors là on va réviser l'objectif, réviser la progression et on va réadapter en proposant moins de rythme. Un des principes de base qu'on a évoqué, c'est de respecter un certain ordre et une certaine logique dans les séances. Si on vous fournit un programme ou si vous en faites un par vous-même, l'idéal c'est de respecter les principes de base de l'ordre des séances qui sont conçus pour aller du plus simple au plus compliqué. Bien sûr, à l'intérieur de ça, il faudra aussi tenir compte de l'état de santé de la personne, de peut-être l'avancement de la maladie, de la fatigabilité, de ses envies le jour J si on peut y répondre parce qu'on est dans un petit groupe. Du coup, tout ça, ça va être à prendre en considération pour réajuster l'ordre des séances. Donc, on le respecte au maximum. Et s'il faut peut-être rester peut-être 2 semaines sur la séance 1 parce qu'ils ne sont pas prêts à passer à la séance 2, ça peut être ça, par exemple. Peut-être que vous êtes en semaine 7 et que la personne, là, elle est super fatiguée et que vous n'allez pas passer à la séance 8. Peut-être que ce jour-là, en fait, vous allez vous dire je vais refaire un petit coup la séance 6. Voilà. C'est vraiment de se réadapter en temps voulu. Voilà, en gros, pour plus de visibilité et plus de compréhension, ça va être, vous le comprendrez, évident que vous n'allez pas faire 1, 10, 7, 9, 4. On essaye de suivre l'ordre établi des choses dans la mesure du possible en se gardant une flexibilité et une souplesse pour ajuster aux capacités, à la forme de la personne, bien entendu. Alors, pour conclure, remettons en avant les points clés de ce module. Avant toute chose, quand on veut pratiquer une activité physique, on propose un cadre sécurisant, on sécurise l'environnement, on sécurise la personne dans sa tenue. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on essaie de tenir une posture positive tout au long de la séance, bienveillante, disponible dans l'observation, qui va pouvoir démontrer de manière claire et ensuite venir corriger. Un des autres points qu'on a évoqué, c'est se définir un objectif pour la séance, pour chaque exercice, savoir où on va et le présenter aux personnes ou à la personne qu'on accompagne. On respecte la composition de la séance, donc échauffement, corps de séance, retour au calme. Ensuite, on respecte le principe de progression. On va vraiment s'adapter et réajuster, proposer une progressivité la plus logique possible et adaptée à la personne. Et dans tous les cas, on n'oublie jamais d'avoir en tête la notion de plaisir, toujours en ligne de mire.
Donc, je vous encourage à appliquer ces techniques et ces différents outils, à vous les approprier aussi de manière progressive. Vous avez aussi d'autres ressources à votre disposition. Par exemple, sur le site de Ciel Bleu, vous trouverez des séances clés en main. Attention, cela dit, à voir si elles sont adaptées aux possibilités de la personne ou des personnes que vous accompagnez. Vous pouvez aussi tout à fait faire venir un coach à votre domicile ou dans votre structure qui va pouvoir soit donner une formation, soit apporter des corrections nécessaires en termes de posture pour que vous puissiez pratiquer en toute autonomie et en toute sécurité. Il pourra aussi d'ailleurs vous montrer, si vous l'invitez à la maison, comment vous pouvez vous servir de votre mobilier pour le renforcement musculaire. Il pourra aussi vous rendre attentif aux points de vigilance s'il y a des changements de revêtement au sol, des choses comme ça, quand vous pratiquez des ateliers d'équilibre. Et puis, il peut ensuite vous accompagner sur plusieurs séances avant que vous puissiez travailler en toute autonomie et revenir un peu plus tard pour voir un peu où vous en êtes, faire un point à mi-parcours, des choses comme ça. Vous avez aussi nos plateformes qui sont à votre disposition avec nos séances en ligne. Dans tous les cas, j'espère que ce module et tous les autres vous auront été très utiles et que vous aurez appris beaucoup de choses. Je vous souhaite une bonne mise en application de tout cela et une bonne intégration, on le souhaite, de l'activité physique dans votre quotidien et le meilleur accompagnement possible pour les aider qui vous entourent.